France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Aux origines de la politique agricole commune, la PAC. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes et dans son coin, il chantait Belle, belle, belle et le public aimait ça. Quand il se remémore l'année 1962, Claude François évoque les Beatles, Marilyn, Spoutnik. Il aurait pu ajouter la PAC qui entre en vigueur cette année-là. Corne d'abondance ou poule aux œufs d'or. Pour le monde agricole, la PAC est-elle une manne? Pac-Man. France Culture. C'est au fond la chance et presque la certitude qu'en ouvrant son espace, l'agriculture française offre à ceux qui s'y consacrent un avenir meilleur et des disciplines qui feront de chacune des exploitations familiales une exploitation plus rentable, plus solide. Mais les problèmes à résoudre sont infiniment nombreux et la tâche commence. Le cours de l'histoire. La tâche commence pour vous, Alain Chatriot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur des universités en histoire contemporaine à Sciences Po. Et Laurent Varlouzet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien également, professeur d'histoire européenne à Sorbonne Université. Nous venons d'entendre Édouard Pisani. Édouard Pisani a un nom qui marque celles et ceux qui ont vécu toutes ces années de l'agriculture. Et Pisani, c'est jusqu'aux années 1980, un homme actif qui nous a quittés dans les années 2010. C'est un homme important dans cette histoire-là. On peut le présenter, on peut entrer dans la PAC en présentant qui est Édouard Pisani. Alain Chatriot. Oui, c'était un haut fonctionnaire qui avait été préfet à la Libération après ses engagements durant la Seconde Guerre mondiale, qui commence une carrière politique comme sénateur et qui est appelé par Michel Debré pour devenir ministre de l'Agriculture, après des figures un peu plus effacées dans ce ministère. Et il va à la fois être le premier ministre de l'Agriculture français en prise directe avec les toutes premières négociations de la politique agricole commune, et il va aussi, et surtout, parce que sinon il ne serait pas resté aussi célèbre pour la profession agricole, être celui qui prépare la seconde loi d'orientation agricole au début des années 60, qui accompagne un moment de transformation très important de l'agriculture française. Édouard Pisani est né en 1918, c'est-à-dire qu'il a assisté à toutes ces transformations du monde agricole et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans quel état est l'agriculture au sortir de la guerre? Alors juste dire peut-être qu'Édouard Pisani, c'est un personnage haut en couleur. Alain l'a rappelé, il joue un rôle à la Libération de Paris. Il prend le téléphone de manière impromptue à un moment alors qu'il est très jeune. Son rôle a été joué par Michel Piccoli dans un film. Et c'est aussi, je pense, le seul homme politique français qui a été ministre à la fois de De Gaulle et de Mitterrand à la fin de sa vie. Donc c'est un personnage qui est pas seulement un grand modernisateur de l'agriculture. Et alors pour répondre à votre question, oui, là Alain il reviendra sans doute sur les années 30, les années 40. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi est-ce que Pisani a tant insisté sur la modernisation de l'agriculture française, sur l'augmentation de la production, c'est que les Français sont obsédés par l'alimentation dans ces années-là, les années 60, parce que pendant 10 ans, dans les années 40, il manquait de nourriture, ce qui est quand même assez incroyable quand on est français, vu le poids de l'alimentation sur le plan qualitatif, aussi sur le plan quantitatif, parce qu'on était une grande puissance agricole. Année de guerre, la ration alimentaire donnée par le gouvernement est inférieure aux besoins quotidiens. Donc les Français sont obligés, là c'est un papier récent de Patrice Bobo et de Matteo Teixeira qui le montre, donc les Français sont obligés de s'alimenter par des circuits parallèles, le marché noir, mais aussi ce qu'on appelait le marché gris. Le marché gris, c'était des colis que les agriculteurs envoyaient de manière légale dans les villes. Donc voilà, il faut penser que les Français sont obsédés par l'alimentation pendant les années de la guerre, et après-guerre, le rationnement continue jusqu'en 49, et en 47-48, on a même une ration de pain qui est inférieure à celle qu'on a pu avoir pendant la guerre, pendant quelques mois, à cause d'une mauvaise récolte. Alors, par ailleurs, d'autres produits sont moins rationnés, donc la situation est quand même meilleure après-guerre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on est en France dans une grande puissance agricole, le pays de l'alimentation, et de 40 à 49, les Français n'ont pas assez à manger. D'où cet impératif d'augmenter massivement la production agricole après 45. Alain Chatriot, parce que cette agriculture-là, qui nourrit pas la population dans un contexte très particulier, est malgré tout le symbole de notre pays. C'est vrai qu'on n'imagine pas ce que ça signifie de ne pas nourrir sa population, en France particulièrement. Et d'ailleurs, on a peut-être oublié ce que ça signifie d'avoir faim. Tout simplement d'avoir faim, d'avoir du mal à trouver de quoi nourrir sa famille. Oui, il faut rappeler que les crises de ravitaillement sont liées durant les guerres à la fois à des défauts de production,
mais aussi à des désorganisations des circuits de distribution aux formes de stockage, et donc change les règles de consommation. Ça avait déjà été très important, on l'oublie très souvent, durant la Première Guerre mondiale, où à la fin de la guerre, printemps 18, automne 18 et début 19, donc vraiment à la fin de la guerre, on avait mis en place des rationnements et des cartes d'alimentation, en particulier pour le sucre et le pain. On l'avait un peu oublié, mais il y avait déjà eu, après la Première Guerre mondiale, cette idée qu'il fallait relancer très fortement la production agricole française, la moderniser l'enseignement agricole. Vous en avez parlé hier sur les héritages de la seconde moitié du 19e siècle, mais c'est un élément très important aussi à la sortie de la Première Guerre mondiale. Mais la très forte production qui est relancée durant les années 1920, en particulier pour les céréales, arrive contre un mur, qui est le mur de la crise économique mondiale, avec l'effondrement des prix. Et cet effondrement des prix, toute fin des années 20, tout début des années 30, a eu des conséquences importantes de tensions, de désorganisation, et déjà de demandes de type d'intervention de l'État autour de ces questions-là sur cette période. Et donc les effets de la crise de rationnement considérable durant la Seconde Guerre mondiale, elle arrive aussi dans ce type de contexte où on a des mondes agricoles très différenciés, mais des très fortes difficultés de production. Avant la Seconde Guerre mondiale, la France réussissait à nourrir sa population ? Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est il y a le traumatisme des années 40 et aussi celui des années 30 en France, et pas uniquement en France d'ailleurs, on pourrait aussi européaniser, voire mondialiser. Et là, c'est les grands historiens de la PAC, comme Alan Milward, qui l'avait montré. Les années 30 sont des années de prix bas, de crise agricole, et on estime que ça a nourri aussi la crise des démocraties, en fait, rétrospectivement. Et donc c'est pour ça qu'on met en place des interventions dans le domaine agricole, dont Alain Chatrieux est le spécialiste pour la France, avec le blé en particulier, parce que ça permet de stabiliser une population qui est essentielle pour le maintien de l'équilibre démocratique. Et on met en place ce que le prix Nobel d'économie Gunnar Myrdal, prix Nobel suédois, bien connu en 57, appelait un welfare state en fait, donc un État-providence agricole. L'idée étant, effectivement, la condition agricole reste difficile et sujette à un travail intensif, mais l'idée c'est quand même d'accompagner, de pas laisser toutes ces professions à la merci des excès du marché pour stabiliser une population essentielle pour le bon fonctionnement de nos démocraties. Et c'est ça, c'est politique, cette histoire, on l'entend bien. Alain Chatrieux, vous êtes l'auteur de La politique du blé, crise et régulation d'un marché dans la France de l'entre-deux-guerres. De quels outils dispose l'État dans l'entre-deux-guerres ? Quelles sont les interventions de l'État pour le monde agricole ? Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que pendant longtemps, l'État intervenait que ponctuellement et avec des types d'outils très classiques. Les droits de douane, c'était la grande question de la fin du 19e siècle, après avoir traversé tout le 19e siècle, des enjeux liés à l'amélioration des semences, à l'enseignement agricole, mais il y avait peu d'intervention directe de l'État sur le marché. L'effondrement des prix dans ce tout début des années 30, la mobilisation d'une partie des syndicats agricoles autour de ces questions interpelle l'État. Et en particulier interpelle qui dans l'État de la Troisième République ? En particulier le Sénat, toujours très sensible historiquement aux questions agricoles. On peut y trouver des échos dans l'actualité. Et il se trouve que ça passe, comme classiquement sous la Troisième République, par le fait de voter des lois pour essayer d'organiser l'action publique. Mais voter des lois pour faire remonter les prix agricoles, ça n'est pas simple du tout. Et les premières expériences vont être des échecs successifs. On vote beaucoup de lois au début des années 30. Il y a une très forte mobilisation des parlementaires, mais par exemple, la loi qui instaure un prix minimum à l'été 33, elle n'est pas du tout respectée. Et donc, ça semble être une victoire pour les agriculteurs d'avoir obtenu ce prix minimum qui serait, pour le blé, qui serait rémunérateur. Mais elle n'est pas appliquée parce que les transformateurs, les meuniers, les boulangers, les gens qui stockent, les marchés de bourse de commerce sur les blés, au fond, ne respectent pas ce texte de loi. Et donc, il y a des tensions sur le type d'instrument qu'on peut mettre en place. Et c'est la victoire de l'alliance électorale du Front populaire, qui voit les socialistes imposer un vieux projet, qui est un projet de création d'un office interprofessionnel du blé, pour enfin essayer de trouver des instruments qui permettent cette régulation. À l'époque, c'est au cœur de très nombreux débats politiques. Certains accusent l'office du blé d'être le comble du communisme, d'autres l'accusent d'être une forme d'intervention de l'État digne du fascisme italien.
En fait, c'est rien de tout cela. C'est une organisation qui tente d'organiser un maintien des prix et qui le fait de manière un peu originale en mobilisant l'ensemble de la profession pour essayer d'avoir une négociation qui faille qu'ensuite les gens respectent bien le prix sur lequel ils se sont accordés. Et ce vote qui crée l'office à l'été 36 voit finalement un office du blé se maintenir à la fin des années 30, et il se maintient aussi, alors que le gouvernement du maréchal Pétain supprime la plupart des institutions créées par le Front populaire, il se maintient parce que l'ensemble des pénuries et du rationnement fait que le gouvernement du maréchal Pétain a besoin d'un instrument pour tenir ce marché, et on confie à l'office du blé, qui devient l'office des céréales, le fait de tenir ce marché pendant la guerre aussi. Et on le maintient à la Libération parce que la crise de ravitaillement est toujours très présente. Donc c'est un nouveau type d'intervention avec un monopole des importations et des exportations et un prix qui est fixé annuellement en impliquant les agriculteurs, mais aussi tous les acteurs de la filière. Oui, parce que la tension, elle est complètement logique ici. Il faut un prix pour que les agriculteurs, les agricultrices puissent vivre, mais dans le même temps, faut pas un prix trop élevé parce que les gens vont acheter du pain. Il faut pas que le pain soit trop cher. C'est toute une réflexion qui nécessite la mobilisation de plein d'acteurs ici, hein. Oui, alors là, on n'est pas sur Entendez-vous l'écho, mais on va dire deux, trois mots d'économie. En fait, la marché, pourquoi est-ce qu'on a eu, votre question, c'était la PAC, les origines de la PAC. Pourquoi est-ce qu'on a eu une politique agricole commune et pas juste un marché des produits agricoles? Parce que dans tous les pays, voilà, depuis les années 30, depuis les problèmes qu'a décrit Alain Chatriot, tous les pays, la plupart, même les États-Unis, ont mis en place des politiques interventionnistes pour réguler les marchés agricoles. Et jusqu'à aujourd'hui, même si c'est un petit peu moins dirigiste qu'à l'époque, on le voit bien, en 2023, on a eu des manifestations agricoles dans beaucoup de pays européens. Les agriculteurs réclamaient une intervention de l'État, une modification des règlements, des normes, parce qu'on voit bien qu'on est dans un secteur très encadré par l'État. Pourtant, les agriculteurs ne sont pas particulièrement dirigistes. Donc c'est pour ça que quand on s'est retrouvé après-guerre, où on a négocié la volonté d'un retour au libre-échange international progressif, qui s'est fait dans les années 60 en réalité, on s'est retrouvé, on pouvait pas juste diminuer les droits de douane comme pour le marché des voitures ou des chemises ou des pantalons. Là, il fallait harmoniser des interventions très nombreuses sur les marchés, d'où l'idée de politique agricole commune. Et c'est vraiment cela, hein. C'est cette réflexion qui oblige à regarder les décennies passées pour comprendre ce qui se passe dans les années 1950, la mise en place de la politique agricole commune. Nous sommes au sortir de la Seconde Guerre mondiale, état des lieux en 1945 avec Paul Ramadier, le ministre du Ravitaillement. C'est aujourd'hui aux agriculteurs que je veux m'adresser. Trop souvent, ils ont considéré le ravitaillement général comme leur ennemi, insoucieux de leurs intérêts et peu respectueux de leur liberté. Ce grief pouvait avoir quelques fondements au temps de l'occupation. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. La France est libérée du joug ennemi. Les intérêts de tous les Français doivent être également défendus, et au premier rang ceux des paysans qui constituent la solide armature de la nation. C'est dans cet esprit nouveau de confiance et de solidarité que je m'adresse à vous, paysans, pour vous demander votre aide. Sans doute, vous auriez voulu que la libération du territoire libérât aussi les produits agricoles de toutes les entraves apportées à leur circulation. Ce n'est malheureusement pas possible. Notre terre ne produit plus assez pour nourrir tous les Français. Tout est rare. La faute n'en est pas à vous, je le sais. Je connais les efforts que vous avez faits, sans personnel, sans engrais, sans aliments pour le bétail, et avec quelle peine vous avez maintenu la terre en culture. Mais le fait est là, implacable. Si demain, le rationnement disparaissait, ce serait la famine dans les villes. En 1945, Paul Ramadier, le ministre du Ravitaillement, oui, vous l'avez rappelé, le ravitaillement dure jusqu'en 1949. Voilà, oui, c'est intéressant. Alors déjà, Paul Ramadier, déjà c'est une très belle archive. Moi, j'avais regardé les archives de Paul Ramadier dans l'Aveyron, parce que j'ai les archives, j'ai de la famille dans l'Aveyron, pour ma thèse. Et c'est vrai que c'est toujours assez émouvant d'entendre des voix comme ça. Donc oui, il rappelle déjà les pénuries de la guerre. Pourquoi est-ce que la production agricole avait diminué? Parce qu'il y avait des prélèvements de l'occupant nazi. On estime à peu près entre un quart et un tiers du PIB. Plus d'engrais, évidemment très peu de pétrole, le prélèvement en main-d'œuvre, avec les prisonniers de guerre, avec le STO.
Et donc, on avait une situation dramatique. Alors, le papier que je mentionnais de Patrice Bobo et Matteo Teixeira avait d'ailleurs remarqué que la mortalité avait augmenté beaucoup plus en ville qu'à la campagne, justement parce que les difficultés de ravitaillement étaient moins élevées. Et ils avaient aussi remarqué que la mortalité avait même diminué en Bretagne du fait de la diminution de la production d'alcool, en fait. Bon, donc vous aviez voilà. Et ils ont lié aussi, c'était intéressant, là c'est le côté un petit peu économique, le maximum de 43 en termes de voyage en train, avec justement l'obsession des Français de s'alimenter en allant faire du marché gris, en fait, en allant s'alimenter à la campagne, parce que voilà, les rations officielles ne suffisaient pas. Et donc là, on se retrouve en 45, on a brièvement libéré les prix, en fait, pendant quelques mois en 45, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait encore trop de pénuries. Et on était obligé de réinstaurer un rationnement. Ce rationnement, on le réinstaure au départ à un niveau assez relativement élevé, 350 grammes de pain. Et en fait, la ration descend jusqu'à 200 grammes, en fait, quotidiennement, pendant cet épisode de fin 47, fin 48, lié, en fait, à un hiver très froid, à des mauvaises récoltes. Donc, on revient sur ce qu'on disait de tout à l'heure, qui est objectif, c'est-à-dire que le marché des produits agricoles, bon, déjà, il est vital parce que ça représente une bonne partie encore des dépenses des Français. Et puis, c'est pas un marché qui réagit comme les autres marchés, c'est-à-dire qu'il dépend des conditions climatiques. Vous pouvez pas construire une autre usine pour augmenter la production de voitures. Là, vous avez des espaces qui sont limités en termes de terre et puis une forte dépendance au climat. Donc, vous pouvez compenser avec d'autres éléments, comme voilà les engrais, la mécanisation, mais qui vont se développer après 45. Mais c'est ça, il y a vraiment la temporalité ici qui compte, Alain Chatriot. Ce qui était très intéressant dans le discours de Paul Ramadier, c'est qu'il a bien conscience des tensions sociales à l'échelle du pays que ça implique effectivement dans les rapports ville-campagne. Et de ce point de vue-là, la sortie de guerre est un moment où il y a aussi une part de ressentiment sur la manière dont les différentes populations ont vécu les pénuries de la guerre. Même si effectivement, et beaucoup de travaux historiques l'ont bien montré, le développement de ce marché noir et de ce marché gris ont été particulièrement importants. Le collègue Fabrice Grenard ou Kenneth Mouret l'ont montré dans des livres récents qui reviennent sur les images d'Épinal du marché noir et montrent les enjeux économiques et sociaux et la politisation de ces questions. À la Libération, il y a globalement une volonté de reconstruire l'ensemble de la production agricole, justement pour sortir de ce moment de pénurie qui perdure. Ça passe par un certain nombre de réformes, parfois des réformes importantes, qui étaient discutées depuis très longtemps, mais qui n'avaient pas abouti. En particulier, le résistant breton et ancien député socialiste du Front populaire, Tanguy Prigent, est le ministre de l'Agriculture de la Libération. Il porte avec ses équipes un certain nombre de réformes importantes, dont une réforme très importante sur le statut du fermage, qui était débattue de très longue date. Donc il y a bien déjà une première série de réformes à la Libération, mais il y a des hésitations sur le type de politique qui peuvent être menées, et on est dans un moment où, très rapidement, l'instabilité politique de la 4e République recomplique le jeu politique. Très rapidement, des tensions opposent un certain nombre d'acteurs. Et puis, et on le voit très bien sous la 4e République, une république très parlementaire dans son fonctionnement, mais aussi dans ce fonctionnement très perméable à des formes, on n'emploie pas le terme à l'époque, mais pour aller vite, de lobby au Parlement, on voit les différentes parties des mondes agricoles très influentes au Sénat, au Conseil de la République, ce qui a remplacé le Sénat à l'époque, et à la Chambre des députés. Et on voit des intérêts qui parfois s'opposent. L'intérêt des grands céréaliers n'est pas celui des viticulteurs du Languedoc, qui n'est pas celui des petites exploitations familiales de zones de montagne. Et donc, il y a des difficultés de s'accorder sur un programme politique. Au-delà même des divisions partisanes, il y a vraiment une expression d'intérêts très divergents. Et ces intérêts divergents, ils pèsent dans la recomposition du syndicalisme agricole à la Libération, et ils vont peser lourdement dans les projets qui existent avant l'intégration de la PAC dans le traité de Rome. Oui, l'intégration des questions agricoles dans le traité de Rome. Voilà, parce que ces questions agricoles, elles sont là, c'est comme une évidence pour plein de raisons. On l'a dit, nourrir la population alors que le ravitaillement est toujours présent. Et puis, des questions politiques. Alain Chatriot, quand vous évoquez d'ailleurs les différentes mondes agricoles, ce sont des électeurs, malgré tout, tous. Et on peut pas quand même faire la même politique pour des grands céréaliers de la Beauce ou une petite exploitation familiale de montagne ou du bocage.
Mais malgré tout le monde vote. Alors chaque député va œuvrer pour faire en sorte que sa population agricole, c'est-à-dire ses électeurs, soient les mieux lotis. C'est un monde de tension. Je le dis et j'insiste parce qu'on va comprendre au fur et à mesure de cette émission combien, par exemple, pour Edgard Pisani, ça a été difficile de mettre en place la PAC. C'est très complexe cet univers-là. Oui, alors il faut rappeler que en 45, à peu près un actif sur 3 est dans le secteur agricole, un Français sur 2, disons, est dans des zones rurales avec l'activité agricole dominante. Donc effectivement, c'est un électorat très important, même s'il réduit, mais ça reste dans toutes les années qui nous intéressent, 50-60, un groupe électoral très important et puis surtout très organisé. Je pense que c'est la particularité aussi de l'agriculture par rapport à d'autres professions. Donc une agriculture diversifiée et en même temps organisée, que l'État cherche à organiser. Les lois Debré-Pisani de 60 et 62, c'est aussi l'idée, et d'ailleurs sans doute aussi ce dont parlait Alain à Châtriot avec l'Office du blé. Il me semble me rappeler que tu en parles dans ton livre également. Il y avait la volonté de l'État aussi de favoriser cette organisation, création de coopératives, création d'instances d'infrastructures de stockage, par exemple, création d'usines de valorisation, pour que cette production agricole soit la plus efficace possible. Et donc du coup, vous voyez, on est toujours dans ces tensions entre divisions, effectivement, entre des secteurs comme les céréales qui auraient intérêt à produire massivement, à trouver des débouchés à l'extérieur, des secteurs plus fragiles, polyculture, certaines parties de l'élevage, et puis la viticulture qui elle-même est très divisée, évidemment, entre la viticulture à forte valeur ajoutée et des vins plus fragiles qui sont en concurrence à l'époque en plus avec les vins de l'Algérie et qui suscite des tensions. Là, c'est l'autre élément aussi qu'il faut bien voir, c'est que ce sont des électeurs, ils sont organisés et ils n'hésitent pas aussi à rentrer dans le rapport de force. Lorsque la PAC est créée, on est en 1962, quelques années après le traité de Rome, justement, Alain Châtriot a bien dit, l'intégration de la PAC dans le traité de Rome, puis après tu t'es repris, tu as dit des questions agricoles. Parce qu'en fait, dans le traité de Rome, le traité de Rome, donc c'est le traité qui crée la communauté économique européenne. C'est le marché commun, c'est l'ancêtre de notre Union européenne. On crée un marché commun pour les biens industriels. Et pour l'agriculture, c'est exactement ce que vous disiez, Xavier. On impose des principes, mais qui sont très, très divers et un peu contradictoires. Par exemple, produire beaucoup, à prix bas, mais garantir un revenu élevé aux agriculteurs. Bon, donc comment fait-on ? Donc pendant plusieurs années, en fait, on a beaucoup de mal à se mettre d'accord et donc la PAC arrive, évidemment, il y a un accouchement au forceps en 62. À l'initiative de la France, en alliance avec la Commission européenne et le gouvernement néerlandais, parce que les Néerlandais, c'était l'autre grand pays exportateur de produits agricoles. Alors la France, d'ailleurs, n'était pas encore exportatrice de produits agricoles à ce moment-là, mais elle comptait le devenir. Et cette PAC, justement, elle se fait aussi sous pression des milieux agricoles. Dans les années 60, 61, il y a beaucoup de mouvements agricoles, des sous-préfectures inondées de fumier, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose de récurrent, en fait. Il y a même un historien américain, Gordon Wright, qui avait parlé de Rural Revolt. Donc voilà, et on retrouve ça à des moments différents, à des mobilisations agricoles très importantes. Et même encore aujourd'hui, les agriculteurs sont très peu nombreux, mais ils sont très bien organisés. Donc moi, j'habite à Orléans. Régulièrement, ces derniers temps, justement, 23-24, on a eu des manifestations agricoles. Vous avez 10 agriculteurs avec des énormes tracteurs, ils bloquent l'ensemble de la ville et effectivement, ils sont jamais délogés parce que ça fait partie des professions populaires. Si nous, les profs, on se met à 10 sur une rue, je pense que ça va pas durer très très longtemps. Donc on a aussi cet élément très important de la diversité et en même temps de l'organisation de la profession agricole. Alors sur cette question majeure de l'organisation de la profession agricole, on peut rappeler deux éléments. Il y a une restructuration à la Libération, parce que le gouvernement du maréchal Pétain, sur des logiques de ses partis les plus réactionnaires, avait créé la corporation paysanne, c'est-à-dire une structure qui supprimait tous les différents syndicats agricoles avec leurs différentes tendances politiques et regroupait dans une organisation corporatiste. Cette organisation, elle est supprimée à la Libération, considérée comme compromise, et d'un point de vue doctrinal, c'est très réel avec le régime de Vichy, mais se pose la question de comment on va réorganiser les syndicats agricoles. Et Tanguy Prigent tente une opération et on crée une grosse structure aussi, mais qui se veut, elle, démocratique, la CGA,
Mais finalement, cette structure ne va pas bien tenir et va y avoir de nouvelles divisions et on va voir ce qui est au départ un morceau de la CGA, la FNSEA, devenir la confédération syndicale puissante qui va s'affirmer. Et qui va s'affirmer effectivement dans un rapport de force très régulier avec l'État. Avant même les débats de mise en place à l'échelle européenne, on a en 1953 une crise des produits, une crise des prix sur les marchés viticoles et sur les marchés de la viande. Et ça conduit à une nouvelle forme de manifestation publique. Et en écho à ce que vient d'évoquer Laurent Varlouzet, c'est les premiers barrages sur la route à l'été 1953 et qui interpellent le gouvernement pour trouver de nouveaux instruments dans des secteurs qui justement n'étaient pas aussi régulés que celui des céréales, qui disposait toujours de son office interprofessionnel des céréales. Et donc, on voit que les formes de mobilisation sont effectivement des formes, à l'époque souvent, de demande d'intervention de l'État sur l'organisation des marchés. La question va encore se poser ô combien au tout début des années 60, parce que à ce moment-là, la FNSEA est surtout tenue, justement, pas uniquement, mais par des grands céréaliers, qui, comme ça vient d'être dit, ont l'objectif de trouver des débouchés extérieurs pour leur production qui augmente de plus en plus. Et c'est là où le moment de modernisation technologique, avec la motorisation massive, avec dans certaines régions les conséquences d'un accomplissement du remembrement, sur lequel vous reviendrez dans l'émission de demain, ont une vraie importance. Mais dans ce moment-là, il y a aussi une partie d'autres syndicats agricoles qui ne sont pas sur les positions de la FNSEA. Et donc c'est des tensions qui interagissent avec les négociations ensuite à l'échelle européenne. De ce point de vue-là, on n'a pas des mondes agricoles qui parleraient d'une seule voix. On a bien des appréhensions différentes, des intérêts différents, et le rapport aux projets européens sont donc différents. Avec cette corporation paysanne pendant l'occupation voulue par le régime du maréchal Pétain, il avait réussi à unir toutes ces petites corporations différentes. Et puis, vous avez cité la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture, portée par François Tanguy-Prigent à la Libération. CGA, ça rappelle CGT. On voit bien un petit peu l'idée ici. Et tout cela est soutenu par une histoire qui, évidemment, est mondiale. Et quand nous parlons de ce moment-là et de l'agriculture, il faut quitter les champs. Il y a le plan Marshall. Attention, les tracteurs arrivent. Signe d'une amitié. Au Havre, un cargo américain chargé de matériel agricole et de 209 tracteurs a été accueilli par le ministre de l'Agriculture, M. Pflimlin, et l'administrateur du plan Marshall pour la France. Une fois de plus, le plan d'aide à l'Europe contribuera efficacement au programme de relèvement de notre pays. L'arrivée de ces tracteurs, c'est en 1949, parce que depuis tout à l'heure, vous nous dites que les agriculteurs peuvent bloquer une route avec des tracteurs. C'est vrai, mais enfin bon, faut bien les avoir, ces tracteurs-là. Le plan Marshall, c'est intéressant parce qu'on est en train de réfléchir aux interventions de l'État et nous sommes quand même bien loin d'un monde paysan, isolé dans sa ferme, avec ses quelques vaches et ses poules. On voit que depuis le Front populaire avec l'Office national du blé, et puis sous l'occupation, et puis à la Libération, il y a toujours en fait l'État qui est un acteur dans cette histoire-là. Et ici, c'est avec le plan Marshall quelque chose de révolutionnaire, on peut le dire. Ça change profondément le monde agricole. Oui, le plan Marshall, là, arrive justement au moment où on est dans cette crise frumentaire, je dirais, pour utiliser un vocabulaire de l'époque moderne, où la ration est réduite donc à 200 grammes de pain quotidien. Et donc, c'est vraiment une manne inespérée. Donc, il y a plusieurs éléments dans le plan Marshall. Bon, d'une part, c'est effectivement une aide en nature. D'autre part, les Américains, évidemment, demandent à ce que ces crédits soient utilisés le plus possible pour acheter du matériel américain, d'où l'arrivée des tracteurs américains, Massey Ferguson et autres, dans les campagnes françaises. Et troisième élément, et ça c'est le plus important, peut-être, c'est que cette aide, elle est utilisée non pas pour reconstruire l'identique, mais pour moderniser. Ça, c'était le grand débat. C'était Alfred Sauvy qui avait dit, en écho à ce que disait Alain Chatriot, bon, effectivement, après la Première Guerre mondiale, on a voulu moderniser, mais on n'a pas du tout modernisé, et c'est vraiment nous qui avons bien modernisé en profondeur les structures en 45. Bon, peut-être qu'il exagérait un petit peu, mais c'était pas complètement faux. Donc le plan Marshall, finalement, il est mis en œuvre par le plan Monnet. Le général de Gaulle, juste avant de partir du pouvoir en janvier 46, nomme Jean Monnet commissaire au plan. Jean Monnet qui avait des liens avec les États-Unis. Et pour Jean Monnet, et pour toute l'équipe du commissaire au plan, pour de Gaulle, voilà, l'idée c'est pas de reconstruire à l'identique.
Alors, De Gaulle, c'était avant le plan Marshall, mais il y avait déjà des crédits américains sur une base annuelle bilatérale. Et l'idée, c'est d'utiliser ces crédits pour vraiment moderniser le pays. Donc, d'où l'idée, que vous verrez demain, de lier ça avec une réforme des structures, avec le remembrement, et puis de mécaniser, de diffuser les engrais, d'améliorer les semences. Là, c'était Christophe Bonneuil qui avait fait une étude aussi sur l'administration qui cherche à moderniser les semences. Et puis, il y a aussi un quatrième élément qui est un peu oublié dans le plan Marshall, c'est que l'idée des atlantistes, disons que ce soit les Américains ou que ce soit les Français qui ont réclamé le plan Marshall, c'était à la fois donc d'avoir une aide, mais aussi de rétablir progressivement les échanges internationaux. Alors, ça s'est fait progressivement. Le libre-échange, encore une fois, c'est plutôt les années 60. Mais les Américains disent, voilà, on vous donne une aide, mais il faut que vous ouvriez progressivement les marchés les uns envers les autres. Bon, donc les Français s'y mettent progressivement, malgré donc le protectionnisme de la plupart de leur milieu économique. Mais bon, sur le plan agricole, ça fonctionne pas comme ça. Et en matière agricole, la France... Voilà, Monet voit bien que l'agriculture, ça va être un des secteurs exportateurs, un des secteurs où la France va pouvoir être bénéficiaire. Et en 1945, on veut exporter. Enfin, quand je dis on, c'est les modernisateurs, donc y compris De Gaulle. Contrairement à ce qu'on dit, De Gaulle, c'est pas du tout un militaire borné qui se désintéresse de l'économie. Oui, l'économie, c'est pas sa passion, mais il l'avait déjà dit dans une note de 32. L'économie, c'est quand même la base de la puissance. Pour compter, il faut être puissant. Et comme la France est déficitaire de toute façon en matière première, il faut bien exporter. Et donc, on identifie l'agriculture comme un secteur exportateur, même si, en fait, il faut attendre 71 pour que l'agriculture française soit exportatrice. Alors, juste un chiffre, par exemple, les tracteurs, il y a à peu près 2 millions d'exploitations en France après la guerre, mais il n'y a que 100 000 tracteurs en 48, au début du plan Marshall, et il y en a 1 million une dizaine d'années plus tard. Donc, on voit bien, voilà, j'ai les mêmes chiffres pour les moissonneuses-batteuses, par exemple. Enfin, c'est un petit peu moins, mais la progression est encore plus spectaculaire. Donc, on voit bien, effectivement, vous avez raison, Xavier, il y a finalement pas tant de tracteurs que ça en 45. Il faut vraiment attendre les années 50-60. Alain Chatriot. De manière très significative, dans le premier plan, en fait, sur les 6 secteurs priorisés, il n'y en a qu'un qui concerne l'agriculture, mais justement, il concerne le machinisme agricole. Donc, il y a bien cette centralité-là. Et ce qu'ont montré les historiens qui ont étudié ce mouvement, le terme est un peu un barbarisme, mais de tractorisation de l'agriculture française, c'est que on a fortement utilisé l'aide du plan Marshall. On a aussi, dans certaines régions, utilisé les réserves financières faites par certaines formes d'agriculture durant la décennie 40. Et donc qui ont permis, là aussi, contrairement à la sortie de la Première Guerre mondiale, d'investir dans des éléments de modernisation, et en particulier dans le machinisme agricole. Et l'autre point que je voulais souligner, et qu'a signalé Laurent Varlouzet, c'est qu'avec ce plan Marshall se pose bien la question des suites à l'échelle internationale, et ça explique qu'avant même le traité de Rome, on ait toute une série de négociations successives. Notre regretté collègue, l'historien Gilbert Noël, avait étudié tous ces projets de très près, ce projet de Poule Vert, le projet porté ensuite par Pierre Fimelin quand il est ministre de l'Agriculture. On a une réflexion à l'échelle européenne pour, en parallèle de celle qui est menée sur le charbon et l'acier, en parallèle de celle qui est menée sur une éventuelle communauté européenne de défense, sur ce que pourrait être une organisation pour l'agriculture. Mais cette réflexion, elle est traversée de très fortes tensions, parce qu'à l'époque, le périmètre de la construction européenne en termes de pays n'est pas arrêté, et donc dans ces premières négociations durant le début des années 50, régulièrement, on a le Royaume-Uni, les Scandinaves, qui ont des perspectives très différentes sur ce qu'ils voudraient pour l'avenir d'une agriculture européenne. Et donc, les équilibres qui vont être trouvés très difficilement entre 55 et 62, ils sont aussi l'aboutissement de toutes ces négociations internationales qui sont venues avec le cadre du plan Marshall, mais qui ne s'y limitent pas, parce que toute une série de pays européens voulaient essayer de trouver une organisation commune sur ces questions. Des discussions internationales, des discussions domestiques. Des rendements que moi je n'ai jamais vus, je ne dis pas qu'on ne peut pas arriver à les obtenir. Ils en parlent de tous les côtés. Ces engrais... Les engrais. C'est cher. La semence sélectionnée. C'est cher. Le désherbant. C'est cher. Les meilleures façons culturales. Du travailler des machines, c'est encore plus cher. Tu n'es pas de bonne foi, papa. Ce prix du blé est garanti chaque année. Ah, toi, tu es un vrai gamin. L'État me garantit mes prix. Et après,
À qui on le vendra, ce blé? Eh oui, à qui on le vendra ce blé? Dialogue entre un père et son fils, 1951. C'est passionnant d'entendre cela parce que on voit ici toutes ces tensions. C'est le ministère de l'Agriculture qui produit ce type de film. C'est ça en fait, c'est au plus près des gens, des choix très importants. Et on le sait, dans une ferme, quand il faut acheter un tracteur, c'est peut-être toute la ferme qui peut être remise en cause parce que faut investir et donc ça veut dire qu'on va pas faire autre chose la même année et c'est très compliqué. Oui, en fait, on a vraiment dans ce film synthétisé la substantifique moelle de la modernisation de l'agriculture française, les engrais, les semences, voilà, par exemple faire des blés plus résistants, des maïs qu'on pourra cultiver un peu plus au nord de la France, parce que normalement le maïs est une plante qui demande de la chaleur. Le problème du coût, le problème de l'adaptation, donc d'où après la création, enfin le renforcement du crédit agricole, de structures coopératives, de structures d'aide, d'où après aussi des problèmes de surendettement de certains agriculteurs, il faut bien le dire. Les problèmes environnementaux, on en parlera peut-être, mais il y avait cet impératif productiviste qu'on a bien compris, lié au traumatisme des années 40. Et puis le prix garanti, c'est intéressant avec le débouché, et c'est justement ça qui est important. Alain Chatriot parlait de cet aspect géographique. Pourquoi est-ce que les Français veulent absolument la PAC? C'est pour avoir des débouchés garantis, puisque 46, voilà, plan Monnet, effectivement, on identifie l'agriculture comme un secteur essentiel pour la reconstruction, mais aussi pour les exportations. Mais il faudra exporter, et il faudra des marchés garantis. Or, nos voisins, notamment les Allemands, le grand marché, on n'est pas sûr qu'ils acceptent les produits français. Peut-être vont-ils s'approvisionner ailleurs, dans les pays d'Europe de l'Est, au Canada. Bon, les Britanniques s'approvisionnent beaucoup au Commonwealth. Donc, on n'a pas de marché vraiment garanti. Alors, on conclut des accords dans les années 50, des accords annuels ou pluriannuels, bilatéraux. Voilà, notre collègue, le regretté Gilbert Noël, l'avait étudié. Mais on voit bien que c'est assez incertain. En 55, il y a un accord bilatéral franco-allemand sur le blé. Bon, mais vous voyez, chaque année, on est obligé de refaire des accords produit par produit. Et donc l'idée de la PAC, c'est de se dire, non, là on aura un marché garanti, les 6 pays. Dans ces 6 pays, on est la principale puissance agricole, avec les Néerlandais. Et donc du coup, là, ils ont un débouché garanti. Avec du protectionnisme, parce que la PAC, c'est aussi, dans sa première version, c'est une politique très protectionniste. Donc des aides à l'intérieur pour garantir des prix assez élevés, d'ailleurs même plus élevés que ce que voulaient les Français, et des barrières douanières fortes envers l'extérieur. Donc comme ça, les Allemands seront obligés d'acheter du blé français, ils vont plus pouvoir acheter de blé canadien ou polonais, ils seront ils seront en quelque sorte associés à notre agriculture sur le long terme. C'est ça l'objectif de la PAC pour les Français, c'est un débouché, et deux, après, il y a aussi l'aspect financier, puisque finalement, c'est un pot commun, la PAC, payé par les 6 pays. Bon, aujourd'hui, il y en a 27, mais qui, ensuite, avantage surtout les pays qui ont une forte agriculture comme la nôtre. Et ce qui explique aussi qu'à cette époque-là, il y a évidemment cet enjeu d'un accord franco-allemand dans le cœur de la première PAC, mais il y a aussi l'intérêt des 6 autres pays du début de la communauté économique européenne, parce que certains... Alors, il y a le cas des Pays-Bas avec une agriculture très modernisée, très spécifique, mais importante dans le jeu, et donc ça les intéresse que la question agricole ne soit pas oubliée. Et puis il y a aussi le cas italien qu'on oublie un petit peu, qui est aussi dans un moment de transformation complexe pour son agriculture, avec des très grandes différences suivant les régions, mais qui est aussi intéressé qu'on n'oublie pas les questions agricoles dans les débuts de cette communauté économique européenne. L'autre enjeu très intéressant de ce film officiel, pour accompagner la modernisation dont vous nous avez diffusé un extrait, c'est la dimension de conflit de génération, sur lequel on n'a pas insisté, et qui va être un moment dans la reconstruction très important, qui va y compris s'exprimer dans les formes syndicales, puisque ce qui est au début qu'un petit groupement va devenir le CNJA, le Centre National des Jeunes Agriculteurs, qui va être très important parce que à la fin des années 50, au début des années 60, il va construire un discours en tension avec celui des dirigeants de la FNSEA. Et il va passer son temps à dire, on ne peut pas seulement demander une politique des prix, que vous demandez depuis le début, que vous demandez en particulier pour le blé, mais que vous demandez aussi pour la viande. Il faut une politique des structures qui implique une réorganisation du monde agricole. Et de ce point de vue-là, le meilleur symbole, c'est la figure de Michel de Bâtisse, qui par la suite deviendra aussi président de la FNSEA et deviendra même ministre à la fin des années 70, mais qui est le dirigeant emblématique du CNJA, qui emporte aussi les projets, et des projets très importants qui impliquent justement de basculer dans un monde où les exploitations familiales, on l'avait dans le premier sonore de l'émission, ils y tiennent beaucoup, les exploitations agricoles familiales soient viables économiquement.
Et donc pour eux, ça implique toute une série de changements, y compris de changements de génération, avec le fait que pour que ces exploitations soient viables, il faut souvent moins de personnes vivant sur la ferme. Donc ça pose des questions d'évolution de la population agricole, et le changement qui n'a pas eu lieu sur ces effets de population agricole dans les années 20 et les années 30, il va bien se dérouler dans cette fin des années 50 et ce début des années 60, mais c'est aussi un vrai projet politique. Et donc, De Baptiste va être un des grands négociateurs avec Edgard Pisani, qu'on entendait au début de l'émission, pour obtenir aussi cette politique des structures qui donnera, entre autres, des grandes questions sur le rapport au foncier. Ça sera le moment de création des SAFER et surtout de savoir quel pouvoir on leur donne. Et on va leur donner un pouvoir important sur le foncier agricole. C'est des moments vraiment importants parce que les choses se jouent à la fois sur le plan européen, avec toutes les négociations de ces tout débuts de la PAC, mais il se joue aussi à l'échelle française sur qu'est-ce qu'on va mettre dans ces deux grandes lois d'orientation agricole, celle de 60 et celle de 62. Voilà, et puis dans cette émission, on s'affaire à faire un peu la liste des abréviations. La Confédération Générale de l'Agriculture, la CGA, mise en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale, crée des entités. Il y a la FNSEA qu'on connaît bien aujourd'hui dans l'actualité encore, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, et puis la CNJA, le CNJA, parce que c'est le Centre National des Jeunes Agriculteurs. Tous ces mondes-là sont en tension. La FNSEA défend des agriculteurs différents de ceux que peut défendre le CNJA, le Centre National des Jeunes Agriculteurs. Alors après, il y a des associations. Donc Michel De Baptiste, c'est un agriculteur du Puy-de-Dôme qui est issu de la jeunesse agricole catholique, qui est donc président du CNJA. Effectivement, le CNJA, c'est les jeunes agriculteurs, disons modernisateurs. Voilà, en revenant à votre film, cette tension a été bien évoquée. Mais ensuite, il est président du CNJA de 58 à 63, mais après il devient président de la FNSEA de 71 à 78. Et donc, on voit bien 58-63 le CNJA. De Gaulle, Pisani, Debré, voilà, se sont appuyés sur la CNJA pour ces lois Debré-Pisani d'abord pour la modernisation française de l'agriculture et pour la création de la PAC. Et ensuite, c'est cette génération qui arrive au pouvoir. Et effectivement, il y a un lien entre les deux, parce que comment fait-on pour avoir des prix bas et en même temps un revenu élevé pour l'agriculteur? C'est en diminuant le nombre d'exploitations. Et donc pour ça, il faut que ce soit accompagné. Donc les lois de Debré-Pisani, c'est les SAFER, c'est aussi une aide au départ pour les retraités âgés, une aide à l'installation pour les plus jeunes, un encouragement au regroupement. Et donc c'est toute une politique des structures, mais qui est quand même à la fois soutenue et qui est en même temps douloureuse, parce qu'évidemment ça change considérablement les campagnes. Henri Mandras avait publié son fameux livre La fin des paysans en 67, qui montrait bien qu'on passe à un nouveau monde. Et là justement, je reviens sur l'aspect socioculturel. Voilà, les agriculteurs sont au centre de la société dans les années 40, les années de pénurie. Bon, dans les années 60, c'est la fin des paysans, c'est-à-dire qu'on est dans une société de l'industrie, des services, en termes de représentation. On est dans les années de l'urbanisme triomphant, et donc il faut accompagner aussi cette mutation. Et la PAC met de l'huile dans les rouages. C'est, pour reprendre le titre de l'émission, la PAC-man. Voilà, la PAC, c'est une manne commerciale et financière qui permet d'accompagner un peu ces mutations. Alors, ce qu'il faut bien dire quand même, c'est que il y a toujours la diversité du monde agricole, et donc après on a accusé la PAC de favoriser quand même plutôt les gros agriculteurs, notamment les céréaliers. Le premier marché agricole qui est concerné par la PAC, c'est justement les céréales, plutôt que des agriculteurs plus modestes et peut-être moins influents. Parce qu'en effet, il faut rappeler que la politique agricole commune, avec toutes ces négociations entre 57 et 62, ne va pas aboutir à une politique qui concernerait tous les marchés agricoles d'un coup. On va avoir des étapes et on va avoir des situations pour certains produits agricoles qui resteront très différentes. Des collègues qui ont étudié un marché qu'on oublie un petit peu mais qui est tout à fait passionnant en termes de politique agricole, qui est celui des fruits et légumes, rappellent que finalement pour un marché qui était le plus en tension et en déséquilibre par rapport aux formes de modernisation de l'agriculture, la PAC a finalement adopté la version la plus libérale sur ce marché. Par contre, effectivement, les grands céréaliers ont obtenu que sur le marché du blé à l'échelle européenne, on ait des dispositifs qui maintiennent des formes de protectionnisme à l'échelle européenne et qui maintiennent des prix d'intervention
ça va poser dans la durée de l'histoire de la PAC, en l'occurrence cette décennie 60 et rapidement de 70, la question d'être un soutien à la production et de poser à nouveau la question des effets d'une surproduction. Avec ici, en toile de fond, la construction européenne. 1951, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et vous nous l'avez dit, en 1957, le traité de Rome, mais la politique agricole est déjà là. On ne sait pas trop ce que ce sera en fait, c'est déjà présent, mais il faut attendre 1962, donc durant ces années 1957-1962, ça discute énormément. C'est secteur par secteur, c'est donc comme ça que ça doit se construire. Non, c'est global. Et alors là, il faut introduire un autre personnage qui est Sico Mansolt, qui est le commissaire européen à l'agriculture et qui est néerlandais en fait. Et alors c'est un personnage très intéressant parce que globalement la PAC est née de la conjonction de la volonté française de Gaulle en lien, voilà, disons d'avoir le pendant européen des réformes internes de Debré Pisani. Des Pays-Bas qui sont très exportateurs et au milieu la Commission européenne qui est quand même le monopole du pouvoir de proposition qui propose cette PAC mais que les États doivent ensuite accepter et celui qui la propose c'est le commissaire Sico Mansolt, le commissaire à l'agriculture. Et donc c'est un agriculteur lui-même de gauche, ministre travailliste en fait de l'agriculture, agriculteur sur un polder donc vraiment voilà, l'agriculture néerlandaise classique et qui est à l'origine de cette PAC très productiviste. Et ce qui est intéressant c'est qu'à la fin de sa vie en 72 il devient environnementaliste et là il critique en fait les effets négatifs de la croissance. Il soutient le rapport sur les limites de la croissance de 72 sans forcément remettre en cause la PAC. Et d'autre part, il est aussi critiqué pour autre chose. Il est remis en cause. Et donc là, on touche vraiment au cœur de la construction européenne comme processus démocratique, agonistique. Il propose en 68 un plan Mansolt des structures. Donc pour aller plus loin que ce que Alain Chatrieux avait rappelé, c'est-à-dire la réforme des structures, qu'est-ce que ça veut dire ? Globalement, ça veut dire diminuer le nombre d'exploitations pour avoir une ferme de plus en plus industrielle. Et Mansolt, en 68, dit, bon, voilà, on voit bien que la PAC fonctionne bien, mais va aboutir à des surproductions, à des déséquilibres, donc va être trop coûteuse. Donc, je propose d'accompagner le départ du secteur agricole de 5 millions d'agriculteurs avec des aides pour regrouper les exploitations. Donc ça provoque des manifestations. En plus, vous avez des manifestations chaque année pour le problème des prix agricoles qui sont négociés à Bruxelles, ce qui fait que finalement, paradoxalement, le premier secteur européanisé en termes d'espace public, en termes d'agora, si vous voulez, c'est l'agriculture, avec et la première profession qui est européanisée en termes finalement de revendications, c'est les agriculteurs, avec donc ce qui culmine dans un événement dramatique, le 23 mars 71, vous avez des dizaines de milliers d'agriculteurs belges qui manifestent à Bruxelles. Alors pourquoi belges ? Parce qu'en fait, ils manifestaient aussi par procuration pour les agriculteurs européens, parce que tout le monde ne peut pas venir avec son tracteur des quatre coins de la CE à Bruxelles. Alors ils avaient réussi quelques mois auparavant à faire rentrer des vaches au sein du Conseil des ministres de l'Agriculture. Donc on a cette photo assez marrante de 71 avec les ministres de l'Agriculture et des vaches au milieu de la salle de réunion. Mais beaucoup plus dramatique, le 23 mars 71, vous avez un agriculteur belge qui s'appelle Adelin Porigno, qui est tué en fait par une grenade de gaz lacrymogène après une manifestation. Et donc c'est l'un des premiers, des seuls morts vraiment pour l'Europe. Et c'est au-delà de ce symbole dramatique et triste, on voit bien en quoi l'agriculture, du coup, est devenue vraiment un enjeu démocratique européen. La politique agricole commune, ou en tout cas la politique agricole, est imaginée dès le traité de Rome en 1957. Sa mise en place, c'est 1962. Et on voit bien cette histoire que vous évoquez, Laurent Varlouzet, c'est une histoire difficile, à l'image même des négociations de 1962 qui ont été difficiles. On retrouve Edgar Pisani. Je comprends parfaitement que celui qui ne participe pas à ces discussions puisse porter sur les ministres de l'Agriculture un jugement sévère. Je comprends en effet que, vu de l'extérieur, ces contestations sur des produits puissent apparaître comme des batailles de spécialistes. Mais à la vérité, s'il avait été facile d'élaborer une politique agricole commune, l'on aurait résolu le problème dès l'élaboration du traité, l'on n'aurait pas remis à plus tard le soin d'élaborer les textes et les règlements. À la vérité, les hommes qui sont dans la salle de Ravenstein sont des hommes responsables. Ils représentent des problèmes économiques, mais aussi des familles. J'ai pour mon compte plus de 2 millions de familles paysannes dont l'avenir, dont les enfants peuvent être confortés ou au contraire désespérés par telle erreur que je commettrais.
Je comprends qu'il faudra qu'à un moment donné, entre querelles de techniciens, un arbitrage politique intervienne, et mon métier sera d'y participer en tant que membre du gouvernement. Mais que l'on veuille bien comprendre que nous sommes lourds d'immenses responsabilités et que nous ne pouvons pas accepter que ce que nous représentons soit sacrifié à une vision un peu sommaire des choses. Croyez-moi, c'est difficile. Edgard Pisani, en 1962, il est ministre de l'Agriculture. Alain Chatriot, qu'est-ce qu'il met en place en 1962, cette politique agricole commune qui entre en vigueur ? Alors l'enjeu va être vraiment ces prix négociés annuellement dans ce qui va devenir ces marathons agricoles très ritualisés avec une forte présence médiatique. L'un des points particuliers va être régulièrement, au-delà de la fixation de ce prix, la question de savoir comment est-ce qu'on finance cette politique agricole. Et il est certain que le général de Gaulle, puis Georges Pompidou, lorsqu'il est à Matignon, insiste sur le fait d'obtenir des financements importants dédiés à cette politique agricole commune. Ça crée des très fortes tensions qui vont jusqu'à se cristalliser dans une des premières crises de la construction européenne, restée célèbre sous le nom de la chaise vide. Ça, Laurent Varlouzet qui peut en parler davantage. Même si votre chaise est occupée. Est occupée, voilà, encore, oui. Donc, c'est-à-dire en 65, effectivement. Donc, 62, en fait, voilà, les Français de haute lutte obtiennent le principe de la PAC. Il faut bien comprendre qu'à, voilà, à part les Néerlandais, les autres pays n'étaient pas forcément intéressés. Ils se disaient que finalement, un marché des produits agricoles, des produits industriels, ça suffisait. L'agriculture, c'était trop compliqué. Les Allemands étaient divisés. Donc, le ministre Erhardt de l'économie, qui était très libéral, voyait absolument aucun intérêt à la PAC et préférait préférait que les Allemands s'alimentent sur le marché mondial. Voilà, il a dû subir la pression d'Adenauer. Et au contraire, le ministre de l'Agriculture allemand, lui, voulait bien de la PAC, mais avec des prix très très élevés. Donc, du coup, qui allait susciter, c'est ce qu'il obtient finalement, et ça va susciter des déséquilibres financiers. Donc, 62, on a juste le principe en fait de la PAC. Et en 65, elle est toujours pas appliquée en fait. Et donc, les Français tapent du poing sur la table et disent bon, maintenant, il faut un budget, il faut un accord financier. Et la Commission européenne, Walter Hallstein, le président allemand de la Commission européenne, dit très bien, si vous voulez un accord financier, on va en profiter pour renforcer les pouvoirs de la Commission et du Parlement. Et donc De Gaulle, lui, refuse en fait ce compromis, cette espèce d'ultimatum en fait. En gros, Hallstein dit voilà, vous aurez la PAC, mais contre plus de supranationalité. Et De Gaulle retire les représentants français du Conseil des ministres. Alors les représentants français, attention, c'est pas les parlementaires, c'est pas les commissaires, c'est pas les fonctionnaires communautaires, eux ils sont indépendants, mais ils retirent donc Maurice Couve de Murville, du Conseil des ministres, et Edgard Pisani du Conseil des ministres de l'Agriculture. Ça dure 7 mois, et puis finalement, au bout de 7 mois, tout le monde revient à la table des négociations. Donc De Gaulle obtient un accord sur la PAC, il obtient aussi d'ailleurs quelques petites, pas des modifications du traité de Rome, ça c'est ce qu'aurait bien voulu De Gaulle, mais on ne lui donne pas, mais par contre il obtient une interprétation du traité dans un sens un peu moins fédéral, disons. Donc oui, effectivement, une crise au sommet, et ça a joué un rôle aussi dans l'élection présidentielle de décembre 65, puisque la crise dure de juillet 65 à janvier 66, puisque certains agriculteurs font valoir leur mécontentement auprès du pouvoir gaulliste, parce que eux sont contre la chaise vide et veulent absolument la PAC. C'est pas qu'ils sont supranationalistes ou fédéralistes, mais disons, ils considèrent que la France doit trouver une solution. Et quand on étudie de toute façon la crise de la chaise vide en détail, on voit que les Français voulaient pas vraiment partir. Par exemple, au 1er janvier 66, la France applique une clause de diminution des droits de douane sur les produits industriels qui était prévue dès l'origine. Donc la France se met pas en dehors des communautés. C'est plus une manière de faire pression sur la négociation. Avec cette histoire, c'est vrai, qui nous évoque tant et tant de moments de mémoire, la politique de la chaise vide, mais c'est formidable quand c'est éclairé comme ça, on comprend ce que c'est. Avec 2 éléments complémentaires dans ce paysage, il y a aussi à l'arrière-plan la grande question très présente à l'époque et qui va durer sur plusieurs décennies, de savoir si le Royaume-Uni intégrera ou non la CE, et on a l'opposition de De Gaulle. Mais évidemment, ça a des conséquences sur l'éventuelle organisation de la politique agricole commune, de manière très importante. Et puis on voit que la politisation de ces questions autour de la PAC, à l'échelle européenne et à l'échelle française, elle va pas se poser seulement au moment de ce qui sera la réforme principale en 1992, elle est déjà présente pendant toute la décennie 60, et puis pendant la décennie 80, il y a un moment où l'ampleur de la surproduction dans certains secteurs et les problèmes de stockage que ça pose, c'est le moment des montagnes de beurre, va conduire à de nouvelles tentatives de régulation, et
après le moment de crise autour des projets de Mansholt, on va avoir le moment des quotas laitiers dans la décennie 80. Et donc on voit à quel point les instruments de régulation de ces marchés ne sont pas simples et à chaque fois peuvent provoquer des très très fortes oppositions qui se comprennent par rapport aux intérêts en jeu, mais dont la forme politique pose la question de la responsabilité des organisations syndicales. Dans la manifestation européenne à Bruxelles qu'évoquait Laurent Varlouzet tout à l'heure en 71, ça a été un moment de grand questionnement pour les organisations syndicales françaises. Est-ce qu'on y participe ? Comment ? Est-ce que ça va peser ou pas ? Et donc c'est des moments où les tensions s'expriment à l'échelle européenne et à l'échelle française sur ces questions. Avec ici, on voit bien des leviers à manier pour une politique agricole qui compte de plus en plus de pays, et de bouger un tout petit peu un levier peut avoir des conséquences gigantesques. On parle des quotas, alors ces montagnes de lait, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on baisse un peu, mais après, donc ça y est, il faut tout rechanger. C'est extrêmement compliqué à manier. Voilà, c'est une politique agricole commune, c'est pas des marchés agricoles. Bon, mettons, voilà, prenons le téléphone portable. Bon, on se met d'accord sur les standards, le standard d'émission, le standard, je sais pas, des batteries. Puis après, c'est bon, on est tranquille. Produits agricoles, il faut se mettre d'accord sur énormément de paramètres. Et là, aujourd'hui, on a un débat, par exemple, sur les normes environnementales. Bon, mais le problème, c'est qu'il faut que tout le monde respecte les mêmes normes. Donc, il faut plus, mais en même temps, on veut pas trop fédéraliser. Donc, on voit bien qu'on est au milieu du gué. Aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec des problématiques qui ont un petit peu évolué. La logique productiviste des années 50-60 s'est un peu émoussée dans les années 90 sous l'effet de la surproduction, des coûts importants et aussi des protestations de nos partenaires. Alors, il y avait les Américains, évidemment, et puis aussi des pays du Sud, comme le Brésil, qui disaient « Attendez, nous, on peut pas exporter chez vous. » Bon, alors souvent, ils s'abritaient devant des pays, l'excuse d'avoir des pays plus pauvres qui ne parvenaient pas à exporter en Europe, notamment des produits, par exemple, producteurs de canne à sucre, en fait, alors qu'en Europe, les producteurs qui étaient avantagés, c'était soit les producteurs de betteraves à sucre, soit les producteurs de canne à sucre des dom-toms. Et donc, sous l'effet de toutes ces pressions-là, en 92, effectivement, la PAC devient moins protectionniste. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quand même moins de soutien, moins de protection. Et depuis 2003 aussi, on a intégré de plus en plus de critères environnementaux. Mais voilà, à chaque fois, on se retrouve au milieu du gué entre besoin d'une régulation européenne et puis en même temps volonté de garder une marge de manœuvre nationale. Oui, parce que les questions environnementales, effectivement, elles n'étaient pas présentes dans les années 1950. Et puis l'autre changement majeur en écho aux deux éléments majeurs qui viennent d'évoquer, le commerce international et l'environnement, c'est les conséquences de l'élargissement du périmètre de la construction européenne avec l'entrée successive de pays où les enjeux agricoles sont des enjeux importants. Avec l'Espagne et le Portugal, on oublie que ça a été un moment de très forte tension sur la profession agricole. Et puis ensuite, avec l'Europe centrale et orientale, qui pose de nouvelles questions à l'organisation et au financement de la PAC. Merci vivement à tous les deux d'avoir mis en perspective cette PAC avec ses origines, mais avec les réflexions liées à l'actualité. Alain Chatriot, je rappelle, à la politique du blé, crise et régulation d'un marché dans la France de l'entre-deux-guerres. Et vous, Laurent Varlouzet, cette histoire, cette rencontre Jean Monnet et Charles de Gaulle, destin croisé, opposition, héritage, que vous avez co-dirigé, et l'Europe contre l'Europe, entre liberté, solidarité et puissance, parce qu'il est question de ça, et le cours de l'histoire poursuit cette histoire agricole dans un prochain épisode consacré, et oui, au remembrement, parce que les paysages vont changer. Merci vivement à tous les deux. Merci. Remembrement. Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les haies et les mûriers qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont de houx. Je hais les haies, qu'elles soient de murs, qu'elles soient de houx. Je hais les murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent. Je hais les murs qui sont en nous. François Morel, dans le cours de l'histoire, pour annoncer le prochain épisode, bien sûr, le remembrement, le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon, émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier et Maïwen Guizou. Le cours de l'histoire, trouvé à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.